Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'évolution des connaissances sur l'âge de la Terre. C'est qu'on se trouve ici dans l'exposition permanente du musée, dans la section qui nous présente l'une des plus vieilles roches qui a été retrouvée sur la Terre. C'est intéressant d'avoir plus de connaissances là-dessus sur l'origine et l'évolution des connaissances de l'âge de la Terre, parce qu'on s'aperçoit que les pensées ont beaucoup évolué depuis les débuts et que la science a apporté énormément à ce que l'on connaît aujourd'hui de la Terre. Au tout début, de l'humanité, si on veut, et pendant très, très longtemps, les connaissances étaient basées beaucoup sur la religion. Donc, on a dit, les anciens ont dit pendant longtemps que la terre et le ciel avaient été créés en 6 jours et que depuis ce temps-là, tout était fixe, que rien ne bougeait plus et que ça ne bougerait plus jamais. Ça a été cette théorie-là qui a été la plus importante jusqu'au 19e siècle environ. En moins 500 avant Jésus-Christ, à peu près, il y a un philosophe grec qui s'appelait Héraclite. Héraclite a été le premier à proposer le fait que tout était en perpétuel mouvement, que ça avait commencé en quelque part, mais que ça ne finirait jamais, qu'il y avait toujours, que les mouvements, les montagnes étaient toujours en mouvement, les océans, l'eau, donc un mouvement perpétuel qui nous entourait en fait. Là, on saute pas mal de générations pour arriver en 1654 à Monsieur Ussher. Monsieur Ussher, lui, a pris la Bible et il l'a étudiée bien comme il faut. Et en étudiant la Bible, il a évalué l'âge de la Terre à environ 6000 ans. Parce qu'il a fait le décompte des générations qui étaient décrites dans la Bible. Donc, on voit encore à ce moment-là que c'était beaucoup la religion qui dictait un peu les pensées des gens de l'époque. Ça a été en 1669, donc pas très longtemps après, peut-être une quinzaine d'années plus tard, avec un physicien danois qui s'appelait Sténon. Sténon, ça a été le premier à énoncer le concept de la datation relative. Parce que M. Sténon a découvert que les couches les plus anciennes étaient sous les couches les plus récentes. Pour vous aider à comprendre, je vais faire une image ici. Donc, imaginez-vous qu'on a une falaise et que la falaise, il y a certains endroits aux États-Unis, entre autres, où on voit très bien ce phénomène-là, où on voit que la falaise est découpée en strates. Donc ici, c'est le sommet de la falaise. Disons, je vais dessiner un petit sapin ici, bon, un autre. Ça, c'est le dessus de notre falaise. Et ici, c'est le rebord de la falaise. Et disons, au fond, on peut avoir un fleuve, une rivière, quelque chose comme ça. Donc, c'est avec les années, la rivière, en coulant sur le sol, elle a creusé son lit de plus en plus profondément. Parce que la roche était molle, elle a pu se rendre très profondément. Donc, ça a découvert cette falaise-là. Bon, donc Sténon, lui, il y avait une falaise comme ça là, qui pouvait étudier et il a compris que la couche qui était sur le dessus, c'était nécessairement la couche la plus récente et que celle qui était complètement en bas, c'était la couche la plus vieille. Parce que lui, il partait du principe que tout solide est issu d'un liquide. Donc, ces couches-là se sont déposées par juxtaposition là, très graduellement. Donc, ça a été le premier là, à énoncer ça. La datation relative, c'est-à-dire qu'on est capable de replacer les événements en ordre chronologique, donc du début à la fin, mais sans nécessairement avoir de précision quant à l'âge exact là, des éléments. On voit que la science commençait à faire ses premiers pas. Donc, ça, c'est en 1669. En 1780, on saute un siècle, un physicien écossais, M. Hutton. Hutton, lui, il regardait des phénomènes actuels, comme par exemple une éruption volcanique, et il faisait de la superposition sur certains événements anciens qui avaient pu se produire. Parce qu'il regardait, bon, l'éruption volcanique donnait tel résultat, les pierres se solidifiaient, ça donnait tel résultat, et il avait remarqué un autre endroit où la pierre semblait de la même façon, mais qu'il n'avait pas vu ça de son vivant, ni personne qu'il connaissait d'ailleurs, donc c'était pour lui un phénomène ancien. Donc il arrivait à établir une certaine chronologie des événements là, grâce à ça. C'était la théorie de l'uniformitarisme, donc en 1780.
il y a un philosophe allemand aussi, Kant, en 1755, lui aussi, bon, c'était pas un physicien, c'est un philosophe, un penseur, qui disait aussi que ça avait commencé en quelque part, mais qu'il n'y avait pas c'était pas encore terminé l'évolution. Donc, l'humain n'était pas une fin en soi, mais que l'humain aussi continuait à évoluer par rapport à ses débuts. Et lui a été le premier à évaluer l'âge de la Terre. Bon, en fait, pas le premier, parce qu'il y avait Ussher qui avait étudié la Bible, mais lui a été le premier à parler de millions d'années pour décrire l'âge de la Terre, justement à cause de cette évolution-là qui n'est jamais terminée. Il était probablement très inspiré par le philosophe grec Héraclite, qui dit un petit peu la même chose. Ensuite, on tombe en 1778. Monsieur Leclerc a écrit un livre qui s'appelait « Les époques de la nature ». Et lui, il a évalué l'âge de la Terre refroidi à 74 000 ans à peu près. Donc, probablement, en parlant de Terre refroidie, probablement qu'il avait compris qu'à une certaine époque, la Terre était très, 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 très chaude, puis qu'à un moment donné, le refroidi s'est durci de cette façon-là. Et donc, c'est cette Terre refroidie-là, il l'a évaluée à 74 000 ans. L'histoire ne dit pas, par contre, de quelle façon il avait évalué cet âge-là. Un petit peu plus tard, il y a M. Lyell, c'est un naturaliste écossais. Il avait un peu le même principe là, que la couche de superposition. Lui, il observait les couches de sédimentation des montagnes. Donc, c'est incroyable lorsqu'on se promène à côté de montagnes comme l'Himalaya, l'Everest, des choses comme ça, même les montagnes rocheuses, de voir les couches de sédimentarisation qu'il y a tout le tour des montagnes. Souvent, ces choses-là sont déposées par érosion. L'érosion, en fait, c'est le fait qu'une montagne, j'en ai déjà parlé lors d'une émission précédente, mais c'est le fait qu'une montagne qui était à la base en pointu comme ça, avec le temps, le vent, les glaciers, la pluie, fait se détacher des petits morceaux de montagne pour les faire descendre en bas. Fait qu'au bout de quelques millions d'années, la montagne change de forme. Donc, au lieu d'être un pic pointu, c'est devenu une montagne beaucoup plus arrondie. Donc, au départ, on avait notre pic pointu comme ça. Donc, tout ça ici s'est détaché pour aller se déposer en bas. Donc, ces strates de sédimentation-là, ici, bon, c'est certaines couches, ça se superpose. Donc, on est capable en les regardant bien comme il faut, d'évaluer leur hauteur. Donc, Lyell, ce naturaliste écossais, il observait les sédimentations de ces couches alluvionnaires là, des montagnes et il a évalué une couche de 1 cm à 10 ans d'érosion. Donc, 1 cm en 10 ans, ça veut dire qu'1 mètre, ça a pris 1000 ans pour le faire, mais certaines montagnes où les couches de sédimentation sont épaisses de 1000 mètres. Donc, 1 cm à 10 ans, ça fait que pour avoir 1000 mètres, ça a pris 1 million d'années. Donc, à partir de ça, il a pu évaluer l'âge de la Terre, ou en tout cas se dire que c'est certain qu'elle n'avait pas juste 7000 ans, la Terre, ou 6000 ans. Elle était beaucoup plus âgée que ça. Les connaissances continuent à évoluer jusqu'en 1799. Là, c'est un monsieur Smith. Et encore une fois, en observant les couches de terrain, il a inventé le concept, ce qu'on appelle la datation relative, en observant la faune. Au cours des années, admettons dans le fond d'un océan, il y a certains minéraux en suspens dans l'eau qui vont aller se déposer dans le fond. Des sables, des organismes vivants qui vont se déposer aussi. Et ça se fait tout le temps. Donc, au bout de certaines années, cette couche-là augmente. Et elle augmente toujours. Mais il y a des organismes vivants, comme des organismes à coquilles, qui meurent et qui vont se retrouver emprisonnés. Donc, les couches les plus profondes représentent nécessairement les espèces fauniques les plus vieilles. Donc, ici, on peut avoir des trilobites, ici, on va avoir, disons, plus d'ammonites, des choses comme ça. Donc, plus la couche est récente, plus c'est des animaux qui sont plus près de nous. Donc, ce monsieur-là, Smith, lui, observait
les successions de roches sédimentaires comme ça. Et il s'est aperçu que dans certaines strates, il y avait des fossiles marqueurs, donc des fossiles qu'on retrouvait beaucoup plus, et que certains de ces fossiles-là pouvaient se retrouver à un autre endroit aussi. Donc, nécessairement, les couches de ces deux endroits-là qui recelaient les mêmes fossiles avaient nécessairement le même âge. Donc, il arrivait à faire une chronologie grâce à ces événements-là. Logan, en 1842, il a fondé la Commission géologique du Canada. Donc, le Canada fait son entrée en scène. Et grâce à la datation relative de Smith, il a pu faire une carte du Canada grâce à cette datation relative. Donc, il a pu déterminer que les Rocheuses, c'était les montagnes les plus jeunes. Ensuite, il y a les prairies qui étaient un peu la sédimentation des Rocheuses. Ensuite, le bouclier canadien qui était très, très vieux à cause de la forme des montagnes. Ils sont très, très arrondis. Et finalement, il y avait les Appalaches un peu entre les deux. Et les basses-terres du Saint-Laurent entre les deux, c'est la sédimentation du bouclier et des Appalaches là, par le fait même. Donc ça, c'est Logan qui a pu établir cette carte-là grâce à la datation relative. Charles Darwin, en 1859, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié le livre « L'origine des espèces ». Donc, à partir de ce moment-là, on comprend beaucoup mieux l'évolution et aussi la stratigraphie relative. Donc, un peu le même principe ici. Donc, grâce à la théorie de Darwin, on comprend que tel animal a évolué en tel autre, en tel autre, en tel autre. Donc, ça nous permet de comprendre encore mieux ce phénomène-là. En 1866, il y a M. Kelvin. C'est un physicien européen très, très important à cette époque-là. Donc, lui, il a compris que le flux de chaleur qui sortait de la Terre correspondait à son refroidissement depuis les débuts. C'est important de comprendre qu'au départ, quand la Terre s'est formée, c'était un immense boule de feu. Mais en fait, si on retourne encore plus loin que ça, jusqu'au Big Bang, il y a environ 13 point quelques milliards d'années, disons 15 milliards pour arrondir, il y a eu une immense explosion. Et cette explosion-là a engendré des mouvements de rotation. Un peu le même principe que dans une piscine hors terre, quand on tourne dans une piscine hors terre, ça crée des mouvements circulaires qui vont faire regrouper les déchets vers le centre de la piscine. Bien, c'est un peu la même chose quand il est arrivé cette grosse explosion-là. Donc, ces mouvements circulatoires qui fait qu'au centre se sont regroupés certains déchets, des sables, des poussières, et ça grossissait à cause de ces mouvements-là de gravité. Et puis, à un moment donné, ces poussières-là, ça devient assez gros pour que il y a un phénomène chimique radioactif qui se passe. Donc là, le poids de la Terre fait que la chaleur, il y a de la chaleur qui se crée tout seul, si on veut, à l'intérieur, et là, la planète va se mettre à fondre à l'intérieur, si l'on veut. Donc, à partir du moment où la planète Terre est considérée comme une planète, ben c'est ça, c'est c'est une immense boule de feu, finalement, qui s'est mise à refroidir. Donc, à partir du moment où la Terre se refroidit, commence à refroidir, la croûte de roche va durcir tout le tour et elle va refroidir. Et bon, M. Kelvin, c'est ce qu'il disait, c'est que la Terre continue à refroidir et il est arrivé à mesurer l'âge de la Terre avec cette théorie-là, finalement, grâce au refroidissement progressif. Il avait évalué l'âge de la Terre à 100 millions d'années. Donc, bon, évidemment, on augmente de plus en plus, mais on est encore loin de la réponse que l'on a aujourd'hui. Mais la science continue d'avancer quand même. Un autre événement important sur l'évolution des connaissances, c'est en 1898, les Curie ont découvert la radioactivité, le radium, tout ça. Donc, on ne savait pas encore à cette époque-là tout l'impact que ça allait avoir, mais c'est quand même un élément important, là, on le sait de nos jours. En 1899, il y a M. Joly. Lui, il pensait que il savait que les océans étaient salés et il pensait que le sel des océans provenait de la dégradation des minéraux, si l'on veut, dans les océans. Donc, en mesurant la quantité de sel dans les océans, il
il croyait être capable d'évaluer l'âge de la Terre, donc d'évaluer depuis combien de temps finalement les minéraux se désagrégeaient dans l'océan, si on veut. Donc, il a mesuré cette quantité de sel-là pour arriver à un âge de 99 millions d'années. On sait par contre aujourd'hui que le sodium, il s'accumule pas indéfiniment dans les océans. Oui, c'est sûr qu'il va en provenir beaucoup de l'érosion par la part des rivières, des fleuves dans les océans comme ça. Mais c'est ça, le sodium, il s'accumule pas indéfiniment. Il va finir par se redéposer au fond par sédimentation et il va aussi être retiré des roches par la subduction. Bon, qu'est-ce que c'est la subduction? C'est, là, faut revenir avec les plaques tectoniques. Donc, la Terre est formée de diverses plaques tectoniques qui, un peu comme une coquille d'œuf, qui font le tour de la Terre. Donc, ici, j'ai deux plaques tectoniques qui s'éloignent l'une de l'autre, OK? Donc ici, ça crée un trou que le magma à l'intérieur de la Terre, là, ici, c'est du magma, donc il va venir combler ici, OK? À l'autre opposé, ici, les plaques se rapprochent, OK? Donc il y en a une qui cède le passage à l'autre, qui va venir refondre à l'intérieur, va redevenir du magma. Et ici, il va se former des chaînes de montagnes, des choses comme ça. Fait que ça fonctionne un peu comme un tapis roulant, si on veut. Donc ici, c'est du nouveau magma, des nouvelles roches. Donc, ça avance jusqu'à rentrer à l'intérieur. Et bon, le processus recommence toujours un tapis roulant. Donc, même si notre sodium, là, qui est dans les océans, va venir se déposer ici par sédimentation, bien, à un moment donné, il va faire le tour du tapis roulant, si on veut, il va revenir à l'intérieur. Donc, la théorie de Joly n'était pas tout à fait bonne. En fait, ce qu'il a mesuré, c'est si on veut, le taux de sodium qu'un océan peut contenir avant que le processus recommence. Bon, mais il a quand même fait de belles découvertes. En 1906, c'est Rutherford qui a découvert que l'on pouvait faire de la datation absolue, non plus de la datation relative, mais de la datation absolue à l'aide de la radioactivité. Donc, il a fait des premiers tests à cette époque-là. Il a évolué l'âge de la Terre entre 410 et 2200 millions d'années. Donc, encore une fois, là, on augmente le temps, on se rapproche de plus en plus là, de l'âge véridique de la Terre, du moins au point où en sont nos connaissances aujourd'hui. En 1949, il y a M. Libby, c'est un chimiste américain, il a développé une méthode de datation à l'aide du carbone 14. C'est quoi juste le carbone 14? C'est que dans chaque être vivant, que ce soit plante, animal, humain, si on veut, en vivant, on accumule du carbone à l'intérieur de nous. En respirant, en mangeant, des choses comme ça, on accumule du carbone. Et à partir du moment où l'organisme meurt, il va rejeter dans l'atmosphère son carbone, que ce soit, bon, encore une fois, arbre, plante ou animal, quelque chose comme ça. On rejette dans l'atmosphère le carbone accumulé au cours de notre vie. Donc, on est capable de mesurer la quantité de carbone résiduel dans un être pour être capable de donner son âge. Ça a quand même une certaine limite. Par exemple, au-delà de 50 000 ans, on ne peut plus dater probablement parce que c'est le temps maximal que ça prend à un élément pour rejeter complètement le carbone qui est à l'intérieur de lui. Bon, mais quand même 50 000 ans, on est capable d'avoir un temps très, très précis à l'intérieur de ce laps-là. Ça fait beaucoup d'évolutions, entre autres au niveau de l'archéologie et l'histoire humaine, entre autres, des choses comme ça. En 1950, c'est la datation par thermoluminescence qui a été inventée. Ça nous permet de dater plus que le carbone 14. On peut se rendre à 500 000 ans. C'est qu'on est capable de regarder, bon, par exemple, à l'intérieur de céramique, de lave, de pierre brûlée, des choses comme ça. On peut regarder les défauts dans la cristallisation, et ce, à l'aide de la lumière. Bon, c'est quand même très complexe, ça, à moins d'être un scientifique très poussé dans la recherche, c'est peut-être plus complexe un peu à comprendre, mais quand même, on est capable de se rendre à 500 000 ans, ce qui est quand même un grand bond par rapport au carbone 14 qui s'arrêtait à 50 000 ans de son côté. Patterson, en 1956, il
élaboré une théorie qui était nouvelle à ce moment-là, comme de quoi que les planètes du système solaire avaient toutes le même âge, donc qui avaient été formées au même moment, et les fragments qui tombaient du ciel étaient une preuve de ça. Donc, il a pris des météorites et il a, à l'aide de la théorie de la radioactivité, il a pu dater certains météorites à 4,5 milliards d'années. Donc ça serait l'âge de notre système solaire. Et ces météorites-là sont très spéciales. En fait, ce ne sont pas toutes les météorites qui peuvent nous donner une âge très précise comme ça. C'est un type de météorite qui s'appelle les chondrites. Alors, une chondrite, si à la maison, un jour, vous trouvez une météorite chondrite et que vous avez un outil pour le couper, vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est comme plein de fragments. Donc, la couleur n'est pas uniforme, c'est plein de fragments. Et ça, en fait, ce sont des météorites qu'on appelle chondrites qui ont gardé leur état d'origine. Donc, c'est comme si, bon, je vous parlais tout à l'heure des mouvements circulatoires, de la poussière qui s'accumulait, puis à un moment donné, ça devient tellement gros que la fusion s'installe par elle-même. Mais ça, ces chondrites-là, c'est comme si, bon, elles avaient vécu le phénomène de gravité, qu'il y avait certaines poussières qui s'étaient collées, mais qui n'étaient jamais venues assez grosses pour que le processus de fusion s'installe. Donc, l'état est le même qu'à l'origine. Donc, on est capable En fait, on dit que la Terre, c'est exactement de cette façon-là qu'elle était au départ, avant de se mettre à fondre. Parce que le fait que l'intérieur de la Terre fonde, ça sépare les éléments. Donc, les plus lourds vont être au centre de la planète, alors que les plus légers vont être tout le tour. Alors qu'une chondrite, tout est encore très parfaitement mélangé, très homogène, si on veut. Donc, grâce à ça, on a pu comprendre un peu les origines de la Terre et la façon dont elle s'était formée. Donc, ça s'appelle des chondrites, c'est des petits bijoux d'informations pour la science. J'ai passé rapidement tout à l'heure sur la méthode de la radioactivité, comment est-ce qu'on pouvait arriver à dater très précisément les pierres. C'est que dans chaque pierre, on retrouve ce qu'on appelle du zircon. Et le zircon, c'est un matériel radioactif. Mais en fait, toute pierre est un peu radioactive, mais le zircon l'est un peu plus. Et on sait qu'à partir de la formation d'une pierre radioactive, elle va rejeter des particules dans l'air jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus de particules. Donc, au début, c'est une pierre radioactive qui rejette les particules, et à la fin, quand elle n'en a plus, ça devient du plomb. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la technique uranium-plomb. C'est qu'en fait, on veut mesurer la distance en temps entre le moment où elle s'est formée et le moment où elle sera du plomb. Parce que ça, il faut comprendre que peu importe le moment de formation, peu importe la grosseur d'échantillon, ce temps-là est toujours le même. Donc, si on est capable de trouver le pourcentage de plomb par rapport au pourcentage d'uranium, on est capable de dater très précisément l'âge de l'échantillon. Alors, ça ne sera pas une question d'examen, inquiétez-vous pas. C'est quand même assez complexe à comprendre comme méthode, mais c'est de cette façon-là qu'on arrive à dater les pierres, les échantillons. En 1972, on a trouvé un gneiss d'Ishna, et on a daté ce gneiss-là à 3,77 milliards d'années. Ça, c'était au Groenland. Donc, 3,77 milliards d'années, on commençait à avoir un âge très précis. Parce que, bon, il faut comprendre que les chondrites, on a pu les évaluer à 4,56 milliards d'années, donc l'âge, la formation du système solaire. Mais c'est sûr que la Terre, au départ, comme c'était une immense boule de feu, il n'y en avait pas de pierre à cette époque-là. Donc, oui, il y avait de la pierre, mais elle était toute en état de fusion. Donc, c'est à partir du moment où la Terre s'est refroidie assez pour que la croûte se forme, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut trouver des pierres. Donc, c'est ça qu'on veut essayer de dater plus précisément. Donc, on a trouvé celle de 3,77 milliards d'années. Un petit peu avant 2000, on a trouvé au Grand Lac Esclave des morceaux de zircon qui étaient détachés
de la pierre d'origine. OK? Juste le zircon, on l'a daté à 4 milliards d'années, mais on n'a pas trouvé la roche source. La même chose en 2001, en Australie-Ouest, on a trouvé, dans des roches sédimentaires, on a trouvé des morceaux de zircon qu'on a datés à 4,4 milliards d'années. Mais encore une fois, la roche source n'a pas été retrouvée. C'était juste des morceaux de zircon. Parce que la roche sédimentaire qui était autour était beaucoup plus jeune. Fait que bon, ça nous donne des indices, mais juste des petits morceaux de zircon, c'est pas tout à fait assez pour répondre à toutes les milliards de questions que l'on a là, sur les origines de la Terre. En 2002, on a trouvé au Québec, à Porpoise Cove, une dacite. Alors, je dois prendre mes gants, car la dacite est un objet de la collection du musée. Donc, cette dacite-là a été datée à 3,8 milliards d'années. Donc, ça a été pendant longtemps la plus vieille pierre sur Terre. Mais en fait, c'est un échantillon par rapport à un ensemble plus gros. Mais c'est dans les plus vieilles pierres complètes, que c'était pas juste un morceau de zircon, mais c'est vraiment la pierre au complet que l'on pouvait dater. Si on trouve une pierre comme ça dans la cour en arrière de chez nous, on pourrait l'acheter sur le tas de roches, comme on dit, et pas en prendre plus soin que ça. Quand on sait que c'est l'une des plus vieilles pierres sur Terre, eh bien là, on change un petit peu d'avis par rapport à cette pierre-là. Et pourquoi je ne dis plus la plus vieille pierre sur Terre, c'est qu'en 2008, on en a trouvé une autre. Hein. Ce module-là ici, on disait que c'était la plus vieille pierre parce que on n'avait pas fait de nouvelles découvertes, mais en 2008, soit il y a 2 ans, on a trouvé à un autre endroit, près de la baie d'Hudson quand même, toujours au Québec, une autre pierre qui était complète, donc pas juste un morceau de zircon. Cette pierre-là avait 4,36 milliards d'années. Alors, plus ça va, plus la science évolue. Hein. Donc, celle qui a 4,36 milliards d'années, c'est vraiment un grand pas pour la science parce que là, c'est plus juste des petits morceaux de zircon là, qui nous permettent de dater plus loin de 4 milliards d'années. C'est vraiment une pierre au complet, donc on peut arriver à comprendre toutes sortes de choses. Hein. Puis je pense que la compréhension de l'origine, de répondre à la question d'où on vient, je pense que c'est une question qu'on se pose depuis tellement longtemps et qu'on veut trouver des réponses à ça. Donc, l'histoire du monde est écrite dans la pierre. Hein, fait que si on est capable de découvrir, de traduire cette histoire-là, ben, je pense que ça va répondre à beaucoup de questions. Puis, on va juste être encore plus décidé à pousser plus loin dans la science. Hein, parce que quand on ouvre une porte en science, on se rend compte qu'il y en a 10 autres d'ouvertes en arrière. Donc, il y a beaucoup de chemins que l'on peut prendre. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, encore une fois, vous êtes les bienvenus à venir nous voir au musée pour lire plus en détail les informations qu'il y a à ce sujet-là. Je vous remercie. C'était Geneviève Claveroy pour le musée M'amuse.